Il voulait d'abord les tuer mais les a gardés en vie après avoir appris qu'il connaissait Minghe. Tout le monde a supplié Minghe de les sauver, il plaidait l'innocence et soulignait que la cible du monstre était Minghe et non eux. Il pleurait et criait qu'il ne voulait pas encore mourir. Lin Youyu pleurait en demandant à Minghe de courir et lui a dit qu'il n'était pas assez fort pour affronter le Dr Zhao. Le Dr Zhao s'approchait de lui lentement et avec confiance. Lorsque le Dr Zhao fut suffisamment proche, il demanda à Minghe s'il y avait quelqu'un qui lui tenait particulièrement à cœur parmi ses 4 camarades de classe. Il s'est demandé s'il pouvait s'agir de la petite amie de Minghe et a émis l'hypothèse que la personne à laquelle Minghe se soucie particulièrement est certainement celle qui a dit à Minghe de s'enfuir. Lin Youyu rougit et expliqua au Dr Zhao qu'ils n'étaient que des camarades de classe qui s'occupaient les uns des autres. Le Dr Zhao a ri et a demandé à Minghe s'ils n'étaient que des camarades de classe et si cela valait la peine pour Minghe de risquer sa vie juste pour Lin Youyu. Minghe a dit au Dr Zhao qu'il ne comprendrait jamais parce qu'il y a une différence entre les gens et les salauds. Le visage du Dr Zhao s'assombrit et demanda à Minghe s'il essayait de le traiter de salaud. Minghe a souri en disant que cela lui rappelait toutes les conneries que le Dr Zhao avait dites dans la clandestinité. Il trouvait drôle tout ce que disait le Dr Zhao. Pour le Dr Zhao, la vie et l'humanité sont des cellules cancéreuses qui ont envahi l'univers et le rendent malade, mais pour Minghe, c'est l'existence de la vie, l'apparition de l'humanité, qui a donné vie à l'univers solitaire. Le Dr Zhao s'est demandé comment l'évolution avait conduit à l'émergence de la vie et comment l'humanité évoluait. Minghe pense que la pensée et les civilisations évoluent constamment, y compris l'humanité, ce qui a conduit à l'existence de surhumains. Le Dr Zhao a rejeté l'idée et a déclaré à Minghe que les surhumains sont simplement des virus têtus capables de se défendre. Il a admis que certains virus sont plus difficiles à éradiquer que d'autres car ils ont la capacité de devenir plus forts au fil de l'évolution. Minghe avait l'air coupable et évitait le regard du Dr Zhao. Il a proposé que puisque les deux insistent sur leurs propres opinions et ne peuvent pas prouver laquelle a raison, ils devraient simplement résoudre le problème. Celui qui est le plus fort a raison. Il a affirmé qu'il représentait l'humanité. Il a ensuite demandé au Dr Zhao ce qu'il représentait. Le Dr Zhao a déclaré à Minghe qu'il représentait le pouvoir suprême de l'univers, le pouvoir suprême qui anéantirait l'humanité. Minghe a sorti le plasma sanguin et a dit au Dr Zhao que s'il le battait, il donnerait le plasma sanguin au Dr Zhao. Le Dr Zhao a souri et a dit à Minghe qu'il ne connaissait pas sa place. Minghe a provoqué le Dr Zhao en lui disant que s'il ne pouvait même pas vaincre un étudiant comme lui qui ne pouvait pas entrer dans l'institut surhumain, alors il devrait simplement arrêter avec ses croyances ridicules. Le Dr Zhao pense qu'il n'est pas nécessaire de lui rendre les choses si gênantes. Si Minghe ne donne pas le plasma sanguin, il tuera simplement les 4 anciens camarades de classe de Minghe. Minghe a mis le Dr Zhao au défi de tuer ses anciens camarades de classe. Il a dit au Dr Zhao qu'ils étaient tous des étudiants de l'Institut surhumain, de toute façon. Lors de leur intégration, les étudiants de l'Institut surhumain s'engageront de leur vie à protéger la nation, ses villes et ses citoyens à tout prix. Minghe a dit au Dr Zhao qu'il valait la peine d'échanger la vie de ses anciens camarades de classe pour la sécurité de tous dans la ville de Lanyang. Lin Youyu avait un regard digne tandis que Xuzeng, Lu Xingong et Wang Xiaodong pleuraient en écoutant les paroles de Minghe. Le Dr Zhao a accepté l'audace de Minghe et des aiguilles en os ont commencé à pousser hors de son bras gauche. Il a dit à Minghe qu'il allait désormais tuer ses anciens camarades de classe. Il a jeté l'aiguille en os dans la tour de chute et a frappé la jambe droite de Xuzeng. Les yeux de Xuzeng et Wang Xiaodong se sont agrandis. Tandis que Xuzeng pleurait et criait à plein poumon, Minghe a commencé à s'enfuir. Le Dr Zhao a averti Minghe qu'il allait viser le joli visage de l'ancien camarade de classe de Minghe et a de nouveau jeté une autre aiguille en os dans la tour de chute. L'aiguille en os a percé l'épaule droite de Lin Youyu. Minghe a commencé à courir plus vite. Le Dr Zhao a été choqué et est devenu furieux. Il a en outre menacé Minghe que s'il n'arrêtait pas de courir, il percerait des trous partout dans les anciens camarades de classe de Minghe. Minghe a totalement tourné le dos à ses anciens camarades de classe et a continué à courir. Le Dr Zhao ne pouvait pas se permettre de laisser Minghe s'enfuir à nouveau. Minghe arrêta de courir et poussa un soupir de soulagement. Des aiguilles en os poussaient autour de Minghe. Le Dr Zhao a soudainement muté et a attaqué le sol. La poussière et les débris ont été emportés. Une fois la poussière retombée, une zone entourée d'aiguilles en os a été révélée. Le Dr Zhao a dit à Minghe que cela n'aurait aucun sens s'il se contentait de tourner en rond. Ainsi, la zone entourée d'aiguilles en os serait leur arène. Il a ensuite menacé de tuer l'un des anciens camarades de classe de Minghe à chaque fois que Minghe sortait des limites. Minghe a accepté sans hésitation.
Il lui a dit qu'il avait entendu dire que Mingge s'était retrouvé à l'hôpital parce qu'il n'avait pas réussi l'examen d'entrée à l'Institut surhumain et avait choisi de tenter de se suicider. Le docteur Zhao ne pouvait pas croire que c'était lui qui avait opéré Mingge. Il a dit à Mingge qu'il n'était qu'un raté sans nom qui ne pouvait même pas réussir l'examen surhumain. Personne n'attend rien de lui, et la seule chose que ses camarades de classe ressentent pour lui est de la pitié. Le docteur Zhao a déclaré que ses camarades de classe passaient plus de temps à rire de sa stupidité. Personne ne se souciait de lui, à part lorsque son professeur obligeait tout le monde à lui offrir des fleurs au début. Presque personne ne lui a rendu visite pendant une année entière. À ce moment-là, le docteur Zhao attaquait Mingge physiquement et mentalement. Mingge a juste esquivé les attaques physiques du docteur Zhao et est resté silencieux. Le docteur Zhao méprisait Mingge parce qu'il menait une vie servile et déprimante. Mingge a du mal à esquiver toutes les attaques du docteur Zhao et il est repoussé. Lin Youyu a demandé à Mingge de s'enfuir. Le docteur Zhao a vu une ouverture, sa main droite s'est transformée en faucille et il l'a immédiatement coupée. Mingge a reculé mais sa poitrine saigne maintenant. Lin Youyu a pleuré et supplié Mingge de partir. Cependant, Mingge est resté silencieux et s'est lentement levé tout en tenant sa poitrine ensanglantée avec sa main gauche. Le docteur Zhao a demandé à Mingge pourquoi il avait même pris la peine de se réveiller et lui a dit qu'il aurait dû mourir sur la table d'opération il y a 1 an. Il s'est ensuite léché la main et a dit à Mingge qu'il était réveillé maintenant mais qu'il ne pouvait rien changer. Mingge était sur le point de sortir de l'arène des aiguilles en os, mais il se souvint que le docteur Zhao avait menacé de tuer l'un de ses anciens camarades de classe s'il sortait des limites. Le docteur Zhao s'est rapproché de Mingge et lui a dit qu'il n'était qu'un insecte insignifiant dans le monde. Le docteur Zhao a coupé pour l'achever, mais Mingge a jeté du sang dans les yeux du docteur Zhao et s'est immédiatement déplacé vers son dos. Les mains de Mingge sont devenues rouges et il a frappé la tête du docteur Zhao en lui disant qu'il le dégoûtait et que celui qui vivait une vie sale et déprimante, c'était lui. Le docteur Zhao était allongé sur le sol. Il s'avère que l'un des médiums les plus puissants du coup de poing mystique est le propre sang de Mingge. Mingge a appelé la technique Bloodfin Fist. Les anciens camarades de classe de Mingge ont commencé à encourager Mingge depuis la tour de chute. Xu Zeng a pleuré et a supplié Mingge de les sauver en premier, il avait peur de manquer de sang et de mourir. Wang Xiaodan a dit à Xu Zeng que Mingge saignait plus que lui. À ce moment, Lin Youyu pleurait en suppliant Mingge de s'occuper d'abord de sa blessure. Soudain, une aiguille en os a été jetée au sol. Le docteur Zhao a commencé à parler, il a dit à Mingge et à ses anciens camarades de classe qu'ils étaient trop bruyants. Il a menacé les anciens camarades de classe de Mingge de les mettre en pièces après s'être occupé de lui. Le docteur Zhao a retiré les aiguilles en os d'arène qu'il avait percées lorsqu'il tombait sur le dos. Juste après cela, les anciens camarades de classe de Mingge se sont immédiatement tus. Le docteur Zhao s'est levé en retirant la dernière aiguille en os qui lui avait transpercé l'épaule. Il a dit à Mingge qu'il avait remarqué que le super pouvoir de Mingge était son poing. Avant que le docteur Zhao ne puisse retirer la dernière aiguille en os, Mingge en a profité pour lui donner un coup de poing au visage. Le coup de poing fit tourner la tête du docteur Zhao. Bien que le docteur Zhao ait admiré le coup de poing de Mingge, il a affirmé qu'il était inutile contre lui. Il se souvint alors que Mingge avait tué un rat démon géant muté avec un coup de poing flamboyant près du pont près de l'hôpital. Les bras de Mingge devinrent rouges une fois de plus et Mingge fit immédiatement pleuvoir la tête et le corps du docteur Zhao de coups de poing. Le docteur Zhao n'a pas pu se défendre contre les coups de poing de Mingge. Par la suite, il a terminé la combinaison de coups de poing avec un puissant coup de poing gauche. Le docteur Zhao a été repoussé mais est resté debout. En même temps, il a parlé à nouveau et a dit à Mingge qu'il avait remarqué que Mingge pouvait absorber différents médiums et exercer les effets correspondants avec ses coups de poing. Le docteur Zhao a trouvé les super pouvoirs de Mingge intéressants, mais il est convaincu que cela ne suffira pas à vaincre quelqu'un d'aussi fort que lui. À ce moment, Lu Xingong s'est rappelé que le super pouvoir de Mingge est un type discret de rang poussière blanche qui a quelque chose à voir avec la chance et ne peut pas être utilisé pour le combat. Wang Xiaodan était également confus. Mais pour le moment, la seule chose qu'elle sait, c'est que Mingge est plus fort que n'importe lequel d'entre eux. Elle a donc encouragé Mingge et lui a demandé de tuer le docteur Zhao. Pendant ce temps, le docteur Zhao a fait un pas qui a fait craquer le sol. Il s'est approché de Mingge et lui a dit qu'il avait actuellement la force d'un rang de seigneur et qu'il n'était pas comme ces cafards et ces asticots que Mingge a tués. Il s'est moqué de Mingge en disant qu'avec son super pouvoir d'esprit bleu, il ne pourrait pas le battre même s'il le frappait jusqu'à ce que ses poings soient détruits. Il a demandé sarcastiquement ce que ça faisait d'être complètement sous le contrôle de quelqu'un, même après avoir tout donné. Il a ri et a proclamé que les faibles resteront faibles, même s'ils deviennent surhumains.
Ming il ne pourra jamais se comparer à son corps parfait et il n'est pas le seul à avoir des points. Ming a réagi rapidement et a contré le point du Dr Zhao avec le sien. Il a néanmoins été repoussé. Ses attaques semblaient inutiles puisque le Dr Zhao se contente de guérir grâce à sa capacité de régénération. Le Dr Zhao l'a alors poursuivi et a continué à le frapper. Ming ne peut qu'esquiver et bloquer les attaques du Dr Zhao, il n'a pas eu la chance de contre-attaquer. Et pire encore, il a remarqué que les attaques du Dr Zhao étaient devenues beaucoup plus rapides après qu'il ait formé un point. À ce moment-là, le Dr Zhao a vu une ouverture, il a immédiatement frappé le ventre de Ming avec son poing gauche. Il a été éjecté par le coup de poing. Des aiguilles en os ont ensuite poussé sur le corps du Dr Zhao. Ming ne peut rien faire d'autre que bloquer les aiguilles en os avec ses bras. Cependant, le Dr Zhao était perplexe car aucune des aiguilles en os qu'il avait tirées à courte distance n'avait touché Ming. Le Dr Zhao s'est alors soudainement souvenu que Ming possédait un type de super pouvoir discret, la chance. Il admirait la chance et l'utilité de Ming. Ensuite, il prit une grosse aiguille en os qui poussait de son bras et visa la tour de chute comme s'il brandissait une lance. Il a ensuite dit à Ming qu'il était dommage que ses anciens camarades de classe ne soient pas aussi chanceux que Ming. Ming était perplexe, il a réaffirmé au Dr Zhao qu'ils avaient un accord. Cependant, le Dr Zhao a ri et a dit à Ming qu'il ne rompait pas sa promesse, puis il a conseillé à Ming de regarder où il se tenait. Ming s'est rendu compte qu'il avait été poussé hors des limites. Le Dr Zhao a alors déclaré qu'à cause de son incompétence, un de ses anciens camarades de classe allait mourir. Xu Zeng, Lu Xingong et Wang Xiaodan ont crié et supplié le Dr Zhao de les épargner. Les yeux de Lin Yuyu reflétaient la lance en os, et quelques instants plus tard, la lance en os lui transperça la poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent et sa tête tomba mollement juste après. Ming regarda Lin Yuyu avec de grands yeux. Le choc, l'incrédulité et la tristesse peuvent être vus sur le visage de Ming. Le Dr Zhao a dit à Ming qu'il ne devrait pas être aussi tendu. Du point de vue médical professionnel du Dr Zhao, tant que Lin Yuyu ne retire pas la lance en os, elle ne mourra pas immédiatement, mais elle n'aura aucune chance de survie si elle ne reçoit pas de traitement dans les 5 minutes. Ming, toujours rempli de rage, s'est approché des aiguilles en os qui l'entouraient et s'est délibérément percé les mains. Ensuite, il a fermé les poings et la pointe de l'aiguille en os s'est cassée, ses mains se sont libérées du perçage. À ce moment-là, ses poings devinrent rouges une fois de plus. En même temps, il a déclaré au Dr Zhao qu'avant la fin des 5 minutes, il serait tué. Ils coururent tous les deux l'un vers l'autre. À l'heure actuelle, les bras de Ming ne brillent plus. Il a frappé le Dr Zhao à la poitrine, mais il semble que le coup de poing ne l'ait pas affecté. Le Dr Zhao a contre-attaqué et a frappé le visage de Ming tout en lui disant que son super pouvoir n'était après tout que le rang d'esprit bleu. Il a souligné qu'il était à peu près à sa limite et que même si Ming utilisait tout le sang dont il disposait, cela ne suffirait toujours pas. Le Dr Zhao était convaincu qu'il sentait qu'il n'avait même pas besoin de riposter et que Ming mourrait quand même assez tôt à cause d'une perte de sang. Il a continué à parler tout en bloquant et en attaquant facilement Ming. Il veut humilier Ming au maximum. Le Dr Zhao a déclaré que Ming était aussi pitoyable qu'il en avait l'air lorsqu'il a été envoyé à l'hôpital pour la première fois après avoir tenté de se suicider. Ce que les médecins comme lui détestent le plus, ce sont les gens qui survivent à une tentative de suicide. Si Ming ne pouvait même pas réussir quelque chose d'aussi simple que de se suicider, alors il ne devrait pas vivre du tout. Ming est celui qui voulait mourir, mais il a dû finir par être envoyé à l'hôpital et obliger les médecins à le sauver et à perdre leur temps et leurs efforts précieux. Ce n'est qu'un ver pitoyable, et personne ne se soucie de lui et a exprimé qu'il est si faible et pathétique que même lorsqu'il a finalement décidé de se suicider, il a quand même échoué. Comment sa sœur avait renoncé à toute sa dignité lorsque ses frais médicaux étaient en retard. Sa sœur s'est agenouillée et l'a supplié de ne pas faire sortir Ming de l'hôpital. Il a donné un violent coup de poing à Ming et l'a repoussé. Le Dr Zhao s'accroupit et sauta. Alors qu'il était dans les airs, le Dr Zhao a proposé à Ming de le laisser mettre fin à sa misérable vie afin qu'il ne puisse plus jamais accabler quelqu'un d'autre. Il a ensuite joint ses deux mains et des pointes osseuses dépassaient de ses mains. Le Dr Zhao a utilisé le marteau du colosse. Lorsque le Dr Zhao a atterri, la poussière s'est accumulée autour de lui et rien n'a pu être vu. Une fois la fumée dissipée, le Dr Zhao se leva et quand il regarda devant lui, son visage parut surpris. Il a félicité Ming pour avoir échappé à l'attaque au marteau de son colosse, mais il est dommage qu'il soit à nouveau hors des limites. D'énormes pointes osseuses se sont formées autour du Dr Zhao et on peut voir que Ming est définitivement hors des limites. S'il n'avait pas quitté l'arène, les énormes pointes osseuses auraient sûrement transpercé Ming.
Le docteur Zhao a alors déclaré que quelqu'un d'autre devra mourir à la place parce qu'il a échappé à son attaque. Ensuite, il a attrapé l'une des énormes pointes osseuses. Mais cette fois, Ming-Ge a finalement répondu. Il a dit au docteur Zhao qu'il n'avait jamais essayé de se suicider et qu'il valorisait sa vie plus que quiconque. Le docteur Zhao a renvoyé Ming-Ge et a déclaré que cela n'avait pas d'importance et que ce qui comptait, c'était qu'il venait de causer la mort d'un autre de ses anciens camarades de classe. Mais Ming-Ge a répondu que le docteur Zhao est celui dont personne ne se soucie. Sa sœur a renoncé à toute sa dignité et a supplié le docteur Zhao parce qu'elle tient à lui, sa seule famille. Il se souvenait des paroles de sa sœur alors qu'il était encore à l'hôpital. Ce n'était pas grave s'il ne se réveillait plus jamais, elle viendrait toujours lui rendre visite même si elle serait si vieille qu'elle devra marcher jusqu'à l'hôpital avec une canne. Il a dit au docteur Zhao que même l'infirmière Song ne l'avait pas abandonné. Lorsque les mutations animales se sont produites et que tout le monde était occupé à courir pour sauver sa vie, elle ne l'a pas quitté, qui ne s'est pas réveillé depuis 1 an. Cette fois, il n'abandonnera jamais ses anciens camarades de classe car Lin Yuyu a pris les devants et a aidé à collecter les dons de toute sa classe pour lui. À ce moment, Lin Yuyu pleurait, les yeux fermés en écoutant les paroles de Ming-Ge. Le docteur Zhao a rétorqué que ces paroles n'avaient aucun sens puisque la jeune fille qui a collecté les dons est sur le point de mourir devant lui. L'œil gauche de Ming-Ge saignait mais il avait l'air sérieux et déterminé. Il a dit au docteur Zhao que même s'il avait la capacité de s'auto-guérir et de régénérer des parties du corps, chaque coup de poing qu'il lui donnait laissait toujours une marque sur son corps. La seconde suivante, les poings de Ming-Ge sont soudainement devenus rouges. Il se jeta sur le docteur Zhao tout en criant le nom de son ultime coup. Pendant ce temps, Ming-Ge était agenouillé près de la fosse. Il s'est levé en disant au docteur Zhao que son pouvoir actuel est effectivement insignifiant, mais qu'il est quand même 1000 fois supérieur à celui d'un salaud maléfique dégoûtant comme lui. Il s'est ensuite immédiatement rendu à la salle de contrôle de la tour de chute et a utilisé les mécanismes pour abaisser ses anciens camarades de classe. Wang Xiaodan avait encore les larmes aux yeux lorsqu'elle a remercié Ming-Ge. Il est si fort et l'Institut surhumain doit être aveugle pour ne pas l'accepter. Au même moment, les fonctionnaires ont vu Ming-Ge et ses anciens camarades de classe. Elle a donc demandé à Lu Xingong de s'éloigner et de laisser le personnel médical s'occuper de tout. Elle a ensuite demandé à Ming-Ge où l'organisme mutant de renseignement s'était enfui. Elle pense que l'organisme mutant de renseignement pourrait encore se cacher à proximité et chercher une ouverture pour attaquer. Elle a été choquée après avoir appris que l'organisme mutant de renseignement était déjà mort. Elle s'est immédiatement retournée et a demandé qui avait tué l'organisme mutant de renseignement. Mais cela ne le dérangeait pas et a sorti la bouteille de sang et l'a donnée au commandant Liu Lin tout en lui disant que c'était la source de pollution qu'il avait volée au docteur Zhao. Il a ensuite expliqué que le docteur Zhao envisageait de libérer le sang présent dans les canalisations d'eau. Elle a accepté le sang et l'a observé. Après un moment, elle s'est soudainement exclamée et lui a demandé comment il avait fait. Le médecin était irrité car Ming-Ge n'arrêtait pas de bouger. Elle pense qu'il est ridicule qu'un monstre qui a tué 2 surhumains de rang Moonglow ait été tué par un apprenti de rang Starlight. Wang Xiaodan a respectueusement ajouté que Ming-Ge était vraiment devenu un surhumain il y a quelques jours à peine et qu'il n'était même pas entré dans l'Institut surhumain. Finalement, le traitement d'urgence de Ming-Ge a été effectué et il a remercié le personnel médical. À ce moment, le commandant Liu Lin semblait s'être souvenu de quelque chose. Elle a reconnu Ming-Ge comme l'étudiant arrogant et désobéissant de l'autre côté du Tokiwoki il y a quelques jours. Un membre du personnel médical s'est également souvenu de Ming-Ge comme du petit héros qui a sauvé un bus rempli de personnes à l'hôpital de Nanjiao. Ming-Ge a répondu qu'il donnait simplement tout ce qu'il avait pour gagner du temps et protéger ses anciens camarades de classe. Le commandant Liu Lin a alors dit à Ming-Ge d'y réfléchir puisque sa famille vit à Nanjiao et que l'Institut surhumain ne veut pas de lui, l'organisation surhumaine officielle l'accueillera à bras ouverts. Il a été déterminé qu'il s'était probablement évanoui à cause de la perte de sang résultant de ses blessures. Le journaliste a expliqué comment la ville de Lannian a été nettoyée de toutes les créatures mutantes grâce aux efforts inlassables de l'Institut surhumain, de l'Association des chasseurs et de l'organisation surhumaine officielle. Elle a gardé le sourire tout au long de la conversation. L'infirmière Song lui a ensuite assuré que tant que Lin Yuyu resterait à l'hôpital, se remettant lentement de ses blessures, tout irait bien. Le commandant Liu Lin et le général Li de l'organisation surhumaine officielle ont immédiatement demandé l'état de Ming-Ge. Il a répondu en disant qu'il se sentait bien, rien de bien grave. Sur le côté, l'infirmière Song a fait l'éloge du physique de Ming-Ge. Les blessures de Ming-Ge se sont rétablies exceptionnellement rapidement.
Le commandant Liu Holin était ravi et a déclaré que Ming était plus que apte à leur organisation surhumaine officielle. L'infirmière Song a accepté, disant que cela faisait un moment qu'ils n'avaient pas passé du temps ensemble. Elle a demandé du thé au lait, un repas et un dessert. Le commandant Liu Holin a accepté et a promis que c'était sa friandise. Et dès qu'ils sortirent de la pièce, le général Li s'assit. Ming a parlé en premier, il a demandé au général Li quelle est la question importante dont il voulait parler seul avec lui. En termes de force réelle, il n'est pas à la hauteur de Zhao Shua, mais malgré la différence de force, il a quand même réussi à vaincre le docteur Zhao, ce qui est un exploit extraordinaire. De nombreux surhumains croient à tort que les surhumains de rang supérieur sont automatiquement plus forts. En réalité, ce n'est pas le cas. Non seulement les surhumains doivent savoir comment faire bon usage de leurs capacités, mais ils doivent également savoir faire preuve d'ingéniosité. Et c'est pour cette raison que le général Li a loué les compétences de Ming. Ming a ensuite dit qu'il pensait que c'était parce que son super pouvoir caché était la chance, qu'il était un peu plus chanceux que les gens ordinaires. Le général Li a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'être aussi humblé que la chance ne pouvait le protéger que temporairement. Ming a déclaré que si l'univers n'avait vraiment pas besoin des humains et voulait qu'ils disparaissent, il ne leur aurait jamais doté de super pouvoirs puisque les surhumains de l'humanité ont le pouvoir de rivaliser avec les démons de la calamité. Il a ensuite déclaré qu'avant que la vérité ultime ne soit découverte, il n'avait jamais l'intention de se laisser submerger par les créatures envahissantes de la calamité. Ming a répondu qu'il est également un surhumain maintenant, et bien qu'il ne soit pas au niveau de protéger toute l'humanité, il a promis de protéger au moins tous ses proches. Le général Li a ensuite déclaré que pour conclure leur conversation, il devait confirmer deux choses avec Ming. Il espérait que Ming ne lui cacherait rien. Une fois que le météore est entré dans l'atmosphère terrestre, il a soudainement changé de trajectoire et a explosé au-dessus de la Terre, et Ming se trouvait justement à proximité de l'une des météorites et a perdu connaissance pendant une année entière à cause de cela. Par la suite, le général Li a demandé à Ming ce qu'il avait vu. Ming a révélé qu'il n'avait vu qu'une lumière éblouissante engloutir le ciel et qu'il avait perdu connaissance peu de temps après. Le général Li était sceptique et a demandé s'il était sûr de n'avoir rien vu, comme quelque chose qui s'échappait de la météorite. Ming a répondu qu'il n'avait vraiment rien vu. Le général Li a révélé que l'évaluation initiale de la calamité qu'il surveillait, la déesse, avait déjà établi qu'il s'agissait d'une calamité de 9e année. Le général Li a ensuite expliqué que le météore lui-même n'est pas effrayant, ce qui est effrayant, c'est la chose qu'il transporte à l'intérieur. Il y a 5 ans, une catastrophe de niveau 8 est apparue dans le sud de la Chine. La chose qui était responsable de la calamité de 8e année était une bête de calamité de classe empereur. La superpuissance de Ming semblait lui avoir porté chance. Le général Li se tourna et lui demanda s'il se souvenait de quelque chose d'important ou d'indice sur la déesse. Après avoir entendu la porte se fermer, Ming a décidé de commencer à méditer. Après que Ming ait fermé les yeux, il est entré dans son monde spirituel. À l'intérieur, Ming est sur une estrade, face à une statue de femme aux cheveux longs. Ming regarda la statue et supposa qu'elle avait entendu les paroles du général Li. Ming s'est tenu devant l'immense déesse aux cheveux verts et lui a demandé si elle était une calamité de 9e rang. La déesse a rétréci pour correspondre à la taille de Ming et lui a dit qu'il la méprisait, et a déclaré fièrement qu'elle était au moins 11e année, tout en flottant dans les airs. Il lui a demandé si elle était vraiment venue détruire l'humanité et elle a répondu que le docteur disait la vérité, car l'univers commençait déjà à se sentir en détresse parce que l'humanité était trop gourmande. Ming s'est assis dans les escaliers et lui a dit qu'il avait désormais une raison de plus de ne pas la laisser partir. La déesse était furieuse, elle le traita de méprisable et lui rappela qu'elle lui avait accordé un super pouvoir de type force. Elle lui a également rappelé qu'elle lui avait permis de s'entraîner dans sa dimension de méditation alors qu'il était dans le coma pendant un an entier, ce qui lui a permis de vaincre le médecin mutant, mais Ming a simplement réfuté en disant qu'ils avaient le même corps, donc si s'il meurt, elle mourra aussi. Elle ne pouvait pas nier la vérité selon laquelle elle avait rencontré un accident inattendu, elle devait donc résider sur son corps, alors elle a simplement critiqué le corps faible de Ming et l'a qualifié d'indigne. Levant les yeux, Ming se souvint des paroles du général Li selon lesquelles leur premier instinct était de tuer et souligna le fait que le sien était de vivre parce qu'elle avait choisi de partager un corps avec un autre faible pour vivre. La déesse a été offensée et lui a dit de ne pas la comparer à ces humbles démons de la calamité car elle est une déesse. Elle s'est penchée vers son visage et a dit qu'un hôte approprié n'est pas facile à trouver et que le corps met extrêmement de temps à s'adapter lors de la fusion des corps et que Ming a mis une année entière à s'adapter.
Mais Ming était imperturbable et lui a simplement dit que lui accorder des super pouvoirs serait considéré comme une compensation pour l'avoir mis dans le coma. La déesse a abandonné la discussion et a simplement fait signe à Ming de partir, lui disant qu'il vivrait en paix à partir de maintenant, et Ming lui a dit que son instinct était identique au premier instinct de l'humanité de vivre sur Terre. La déesse lui a demandé ce qu'il essayait de dire, alors il lui a dit qu'elle ne connaissait pas réellement la vérité sur l'univers et qu'elle suivait simplement une sorte de volonté. Ming lui a proposé de l'emmener à travers le monde pour lui montrer son joli côté, alors peut-être qu'il pourrait la faire changer d'avis, et il lui a dit qu'il s'entendrait bien, tout en tendant la main à la déesse qui réfléchissait à l'offre. La déesse lui a giflé la main et lui a dit qu'il s'entendrait bien à condition qu'il s'entraîne plus dur pour elle, car il a failli mourir à cause d'un pseudo-seigneur et elle ne veut pas mourir avec lui. La déesse regardait avec enthousiasme l'écran de son système et lui dit qu'elle se ferait de puissants adversaires pour l'entraîner un peu, mais il s'allongea par terre et bâilla en refusant l'entraînement et lui dit qu'il était vraiment fatigué et qu'il avait besoin de repos. Il a fermé les yeux et a dit qu'il ne pouvait même pas pratiquer la méditation, puis il s'est réveillé dans la réalité. Il tenait sa main près de sa poitrine tout en pensant à la bombe nucléaire à l'intérieur de son corps, et à quel point il serait impossible de deviner quelles seraient les conséquences s'il parlait d'elle à quelqu'un. Il regarda par la fenêtre et pensa qu'il serait peut-être capable de la réformer et de résoudre une calamité de niveau 9, mais il vaudrait mieux s'entendre avec elle d'abord. De nombreux journalistes se sont rassemblés à l'entrée de l'hôpital où Ming sortait, ils voulaient tous voir le jeune héros qui avait résolu le problème des mutants et obtenir une interview avec lui. Ming est sorti de l'hôpital avec un masque, et dès que les journalistes l'ont vu, ils se sont précipités vers lui et l'ont exhorté à retirer le masque et à dire quelque chose pour que le public puisse le connaître. Ils le poussaient à dire quelque chose qui le bouleversait énormément. Il a fermé les yeux pour se ressaisir et a déclaré aux journalistes qu'il essayait simplement de protéger ses proches, que ce sont les fonctionnaires et les institutions qui étaient les principales forces dans l'élimination des créatures mutantes. Lin Youyu et le reste de ses anciens camarades de classe qui regardaient son interview étaient heureux et ils étaient tous d'accord à l'unisson lorsque Ming a dit que tous ceux qui sont intervenus pour aider Ananjiao étaient des héros et qu'ils étaient tous les héros de la ville de Lannian. L'un d'eux était Lu Keqiang qui était agenouillé devant les tombes de ses amis, Wang Feng et Xiaolan, affirmant que leur équipe était les héros de la ville. Au parc, Ming disait au revoir à sa jeunesse et s'est rendu compte qu'il valait mieux qu'il ne sorte pas en public car il serait probablement jeté dans un laboratoire et disséqué. Mais il regardait joyeusement son compte en banque car il était désormais riche, et sa sœur pouvait enfin se détendre un peu. Il s'est approché de sa sœur qui travaillait dans un stand de glace et a été surpris de le voir, pensant qu'il était heureux d'avoir dit à l'infirmière Song de ne pas parler de son hospitalisation à sa grande sœur, alors il a évité d'inquiéter sa sœur, a-t-il déclaré fièrement. Sa sœur que le fonctionnaire lui a donné une grosse somme d'argent en récompense de son courage, il veut donc qu'elle se détende et l'emmène manger au restaurant, mais elle a refusé parce que elle doit vendre toutes les glaces aujourd'hui et elle veut aussi économiser de l'argent pour l'avenir. Ming se tenait à côté d'elle dans le stand de glace avec un grand sourire sur le visage alors qu'il lui proposait de l'aider à vendre la glace afin qu'ils puissent manger ensemble. Et sa sœur lui demandait de manière ludique pourquoi perdait-il son temps au lieu de travailler dur. Étudier pour le test de l'année prochaine. Elle lui a ensuite dit qu'il devrait admirer le héros qui a résolu le problème des mutants à Ananjiao et le considérer comme un modèle et qu'elle pense qu'il pourrait certainement réussir le test du Superhuman Institute l'année prochaine s'il continue à travailler dur. Il s'est gratté maladroitement l'arrière de la tête et lui a simplement expliqué que le médecin lui avait dit qu'il avait besoin de se promener et de prendre l'air, alors il est venu l'aider. Il a ensuite crié qu'il vendait toutes les saveurs de glace pour attirer plus de clients pendant que sa sœur divertissait les clients qui s'approchaient du stand de glace. Pendant ce temps, le commandant Lulin regardait Ming de loin et pensait quel idiot il était d'avoir rejeté toutes les avances des médias et d'être sous les projecteurs de toute la ville pour courir et aider sa vieille sœur à travailler, mais elle pensait aussi qu'il était un grand garçon sensé. Toujours en le regardant, elle l'a appelé pour parler de l'offre de rejoindre leur organisation officielle surhumaine et lui a demandé s'il y avait pensé, il a répondu que oui, et sa sœur aînée a travaillé pendant tant d'années juste pour qu'il puisse étudier. Il a dit que sa sœur a toujours voulu qu'il entre au Superhuman Institute, alors il envisage d'étudier et de rejoindre le programme de recrutement spécial du Superhuman Institute, mais il a dit qu'il postulerait certainement une fois qu'il aurait obtenu son diplôme, ce que Lulin a répondu qu'elle comprenait. Comme il était encore jeune. Elle a mentionné que leur organisation dispose d'un département spécial distingué appelé Dragon Tot, qui est une entité indépendante qui n'a pas d'horaire fixe pour protéger la ville et qui est libre de rejoindre toute autre organisation surhumaine.
Elle a dit qu'ils n'avaient besoin que d'apparaître dans des situations particulièrement dangereuses pour aider, mais qu'ils obtenaient l'autorité d'un officier et recevaient une allocation chaque année et lui a rappelé qu'il manquait d'argent car les frais du Superhuman Institute ne sont pas bon marché. Ming-Ge a été stupéfait par l'offre, et Lulin lui a dit de ne pas s'inquiéter car il ne restreindrait pas sa liberté et il pouvait choisir sa mission, tant qu'il les assistait 2 fois par an, il recevrait alors son allocation. Il a dit calmement qu'il pouvait le contacter quand il le voulait, car servir son pays est le devoir de tout surhumain. Elle l'a traité de bavard et a pris sa réponse comme un oui. Elle a dit qu'il serait désormais un agent distingué de Dragon Tot et elle avait hâte de travailler avec lui, ce à quoi Ming-Ge a souri et a répondu qu'il l'était aussi. À la fin de l'appel, Ming-Ge regarda vers l'arbre contre lequel Lulin s'appuyait plus tôt, mais personne n'était là. Sa sœur s'est approchée d'elle en s'étirant, elle lui a dit qu'ils avaient fini de vendre et lui a demandé qui l'avait appelé. Il lui a dit que c'était une organisation officielle qui lui donnait un travail à temps partiel et que le salaire était très élevé, donc elle n'avait pas besoin de travailler si dur et qu'il pourrait même avoir une nouvelle maison, ce que sa sœur ne pouvait pas croire. Elle lui a dit qu'ils devraient faire la fête et aller manger au restaurant, alors ils ont décidé de manger des fruits de mer pour le dîner. Ils mangèrent joyeusement à leur guise, il fit essayer de nouveaux vêtements à sa sœur et enfin, ils emménagèrent dans une nouvelle maison. Alors qu'ils parlaient sur le balcon, Ming-Ge a dit à sa sœur qu'il était heureux même s'il louait toujours le logement et qu'il avait hâte de l'acheter, ce à quoi sa sœur a répondu que leur vie était déjà belle, mais il lui a dit que ça irait mieux. Pendant qu'il parlait, sa sœur a abordé le sujet du mystérieux héros de la ville de Lannian et lui a dit de remercier le héros en son nom, ce fut si soudain que Ming-Ge fut surpris. Avec une expression solennelle, elle lui dit que remercier les autres était important car elle entendit que le héros avait combattu un monstre bien plus fort que lui pour protéger la ville, et qu'il avait risqué sa vie et y était resté au lieu de s'enfuir. Elle a dit que les enfants du moment pouvaient manger des glaces, leur nouvelle maison confortable et la vie paisible de tout le monde en ville n'était possible que grâce aux surhumains, alors elle lui a dit de s'assurer de remercier le héros quand il en aura l'occasion. En lui tapotant les épaules, dans lequel il lui dit qu'il garderait cela à l'esprit. Sous la douche, Ming-Ge a dit qu'il n'était pas nécessaire de le remercier car il risquerait chaque fibre de son être et chaque goutte de son sang pour la protéger. À partir de ce moment-là, Ming-Ge a commencé à s'entraîner vigoureusement, il a entraîné son tronc, sa force, son endurance, sa technique et ses connaissances, ainsi qu'un entraînement pratique. La déesse a construit une simulation du docteur mutant Zhao pour son entraînement au combat et Ming-Ge était content car il ne lui a pas pardonné ce qu'il a fait. La déesse lui dit que sa principale priorité serait d'améliorer son physique car sa capacité de combat n'était pas faible, mais son corps ne pouvait pas suivre le rythme de son cerveau. Elle lui dit également que son classement de combat actuel devrait être dans le rang Moonglow et il doit atteindre le rang Saint-Blas pour ne plus mourir facilement. Tout en combattant la simulation du docteur Zhao, il discutait et il a demandé à la déesse s'il serait capable de libérer le domaine absolu du point Xuan s'il atteignait le rang Saint-Blas, et elle a dit oui et que son point Xuan deviendrait un talent rouge royal. Elle lui a dit qu'une fois qu'il serait capable de libérer son domaine absolu, il se rendrait compte que le docteur Zhao n'était qu'une fourmi. Il se souvenait de son professeur leur disant que les talents donnaient aux humains la capacité de dépasser leurs limites et il pensait qu'il avait des points exceptionnels. Il se souvient qu'il avait interrogé le professeur sur les talents de Rouge Royal, mais le professeur lui avait dit qu'il devait attendre d'être à l'Institut Superhumain avant de pouvoir en apprendre davantage sur ses talents. La déesse lui a dit qu'un talent Rouge Royal accorderait à l'utilisateur un domaine absolu, où ses super pouvoirs augmenteraient considérablement et où son adversaire serait restreint, semblable à un jeu dans lequel l'utilisateur décide des règles. Ming-Ge a dit à la déesse qu'il voulait en faire l'expérience et lui a demandé si elle pouvait le simuler d'une manière ou d'une autre, mais elle a répondu non. Elle lui a dit qu'il devrait continuer à pratiquer son Ultimate Solar et ne même pas penser à utiliser un talent rouge royal sans être familier avec son talent Viol Soul. Ming-Ge lui a dit que son art ultime de l'âme avait besoin d'un nombre suffisant de marques pour fonctionner et qu'il avait de la chance d'avoir réussi à laisser 49 marques de points sur le docteur Zhao, sinon il serait mort, puis il a demandé si le point galactique marqué d'étoiles serait plus fort s'il laisse plus de marques. Pendant tout ce temps, la déesse était dans les airs, projetant son Ultimate Solar. Elle a confirmé sa théorie et lui a dit que 49 marques était le minimum requis pour l'activation, donc ses coups devraient être plus précis. Il doit profiter de son environnement et également utiliser ses points explosifs pour empiler plus de marques de points. Ming-Ge regarda attentivement la projection tandis que la déesse lui disait qu'il devrait pouvoir utiliser l'Ultimate Solar de son Xuan Fist beaucoup plus tôt s'il faisait les choses qu'elle lui avait suggérées. Un mois plus tard, à la gare, Ming-Ge et sa sœur se disaient au revoir, et alors qu'il traînait ses bagages vers le train, Ming-Ge a dit à sa sœur de ne pas être triste car il allait juste passer un examen et pas sur un champ de bataille.
Dans la zone industrielle de Nandou-Xishan, la zone était couverte d'une aura rouge et d'un brouillard intense. 2 gardes qui patrouillaient dans la zone ont décidé de ne pas vérifier le reste de la zone car le brouillard était trop important pour qu'ils ne puissent rien voir. L'un d'eux, le vieux Wang, s'est plaint du froid alors que nous n'étions pas encore septembre. Alors qu'il revenait, le vieux Wang a trouvé bizarre qu'il n'ait pas atteint l'usine, alors l'autre garde lui a demandé s'ils avaient pris le mauvais chemin, ce à quoi il a répondu intensément que ce serait impossible étant donné qu'il a parcouru ce chemin pendant 10 ans. Il ne prendrait pas le mauvais chemin même les yeux fermés. Alors qu'ils arrivaient à l'usine, ils ont entendu un bruit et le vieux Wang a immédiatement regardé en arrière et a pointé sa lampe de poche vers l'endroit d'où venait le son. À sa grande surprise, une gigantesque araignée se régalait de son collègue qui lui demandait de l'aide. Le vieux Wang s'est enfui, le visage rempli d'horreur alors qu'il s'est enfui en criant. Dans la salle de contrôle, il respirait fort lorsque le vieux Wang ferma la porte derrière lui. Il essayait en tremblant de passer un appel avec son téléphone lorsqu'il remarqua une silhouette humaine à l'extérieur de la fenêtre. Il est immédiatement sorti pour avertir la personne du danger, mais à sa grande surprise, un monstre d'apparence féminine avec des dents pointues, des yeux brillants et des cheveux ressemblant à des tentacules l'a accueilli alors qu'il ouvrait la porte. L'un de ses poils transperça l'estomac du vieux Wang, le suspendant dans les airs tandis que l'un pénétrait dans sa bouche et que les autres glissaient à travers son corps. Le vieux Wang était déjà un cadavre desséché lorsque le monstre lâcha son corps et celui-ci tomba dans le sol. Autour de la zone des cheminées de l'usine, un énorme monstre semblait patrouiller dans la zone tandis qu'une ouvrière était agenouillée à l'intérieur d'une de ces cheminées, se couvrant la bouche pendant qu'elle pleurait afin de cacher sa présence au monstre qui se cachait. Pendant ce temps, Ming voyageait maintenant dans un train, et il était au téléphone avec sa sœur qui s'inquiétait pour lui. Il l'a réconforté en lui disant qu'il avait assez d'argent et il avait déjà demandé à un camarade de classe de lui trouver une bonne maison. Une dame d'âge moyen a appelé l'agent de train qui faisait sa tournée pour prendre un verre d'eau et lui a demandé combien de temps il leur faudrait pour arriver à Nandou. La préposée nommée Tianxin lui a dit qu'il resterait environ 1 heure, et comme c'était la rentrée scolaire, elle lui a demandé si elle emmenait sa fille à Nandou pour qu'elle aille à l'école. La fille, Fan Nianron, qui était assise sur le siège côté couloir à côté de sa mère, a poliment souri tandis que sa mère se vantait auprès de l'agent du train qu'elle fréquentait l'Institut surhumain de Nandou et qu'elle avait obtenu le score le plus élevé au test de la ville de Lagnan. La passagère qui a entendu la conversation lui a fait l'éloge de sa beauté, de son incroyable et de son caractère exceptionnel. Un enfant qui était assis devant sa mère s'est penché sur le dossier de sa chaise et lui a tendu un cahier et un stylo. Il lui a demandé de lui écrire quelque chose pour lui souhaiter bonne chance à l'avenir lorsqu'il passera le test de l'Institut superhumain. Ming pensait que Fan Nianron était impressionnant car elle avait été admise en s'appuyant sur sa propre force et avait obtenu l'un des meilleurs scores alors qu'il la regardait, rendant ses écrits à l'enfant, lui disant d'étudier dur. Le train s'est arrêté brusquement lorsque la dame à côté de Ming a dû lâcher le téléphone qu'elle tenait pour éviter d'entrer en collision avec le siège devant elle, mais ce n'était pas suffisant pour empêcher le bébé qu'elle tenait de heurter le siège carbien. Heureusement que Ming a réagi rapidement et a protégé la tête du bébé avec ses mains, et Fan Nianron l'a vu, reconnaissant sa réaction rapide. Les passagers du train se plaignent maintenant de la situation, car il y avait un étrange brouillard dehors alors que le ciel était clair il y a quelques instants, et il n'y avait pas non plus de signal. Ming s'est levé de son siège et a levé son téléphone pour essayer de trouver un signal. L'enfant de tout à l'heure a regardé par la fenêtre et a vu une silhouette étrange à l'extérieur, alors il a dit à sa mère qu'il avait vu quelque chose d'énorme et d'étrange à l'extérieur. Mais sa mère n'y a pas cru et lui a dit d'arrêter de dire des bêtises. Ming a également regardé par la fenêtre mais il n'a rien pu voir à part le brouillard à l'extérieur. Le système de sonorisation a annoncé que le train avait rencontré un accident imprévu et a demandé à tous les passagers de rester assis pour la sécurité de tous pendant qu'ils inspectaient le train. Ming s'est demandé quel était cet accident imprévu, alors il s'est levé pour vérifier l'agent du train et ce qui se passait. Elle a demandé au préposé ce qui se passait, mais elle lui a dit de regagner sa place pour ne pas causer de problèmes inutiles. Ming a sorti son badge et a dit qu'il était un surhumain, il serait donc préférable de lui dire si quelque chose d'étrange se produisait, ce à quoi l'agent du train s'est plaint et lui a dit de la suivre à l'avant du train pour discuter de la question. Fan Nianron, qui se tenait maintenant derrière Ming, a ajouté qu'elle était techniquement à moitié surhumaine et qu'elle pouvait donc aider dans les moments critiques. Les opérateurs ferroviaires discutent des informations des passagers et de leur malheur qu'il n'y ait pas un seul surhumain à bord du train, donc la situation ne s'annonce pas bonne. L'agent de train a fièrement annoncé qu'elle en avait trouvé 2 alors qu'ils entraient dans la salle de conduite et qu'ils pourraient peut-être aider à résoudre le problème. Les opérateurs étaient ravis de la nouvelle et leur ont demandé quelle était leur note,
et ils ont été déçus lorsque Ming a sorti son badge de stagiaire et Fan Yanron, ses papiers d'inscription. Ming, l'agent de sécurité, leur a dit qu'il ne pouvait pas gérer la situation car il ne savait pas à quel point l'extérieur était dangereux. Ming a réfuté que ce serait mieux que de simplement arrêter le train au milieu de nulle part et que ce serait plus dangereux plus il resterait longtemps, donc au moins, ils doivent trouver un endroit avec un signal pour pouvoir appeler des renforts. Le conducteur était d'accord avec les paroles de Ming et il a demandé à Ming de les suivre et leur a dit d'être très prudent lorsqu'ils sortent. Ming a dit à Fan Yanron de rester dans le train car elle n'était pas encore entrée à l'école, donc elle se mettait simplement en danger, mais elle a réfuté qu'il n'était qu'un stagiaire, donc s'il pouvait y aller, elle pourrait y aller aussi. Ming n'a pas discuté davantage et lui a simplement dit de rester près de lui car il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le brouillard. Ming a ensuite demandé à l'agent du train près de la porte de la verrouiller lorsqu'il partait et de se rappeler de n'ouvrir la porte que pour eux. L'agent du train a immédiatement verrouillé la porte dès que Ming, Fan Yanron et Ming se sont éloignés. Ming a demandé à Ming pourquoi il devait donner des instructions aux agents de train alors qu'ils sont formés professionnellement afin qu'ils n'aient besoin de personne pour leur dire quoi faire. Ming a simplement répondu qu'il faisait juste attention et lui a demandé si un gros brouillard pouvait empêcher le train de fonctionner, et Ming a répondu que tant qu'il n'y avait pas de problème avec la voie, le train ne s'arrêterait pas. Ming a ensuite approfondi son enquête en demandant si le système avait détecté quelque chose sur les voies qui avaient déclenché l'arrêt automatique du train, et Ming a répondu nonchalamment que, d'après son expérience, ce serait probablement juste un animal sauvage qui franchirait leur clôture. Pendant ce temps, l'agent de train d'avant gardait nerveusement la porte en espérant que tout se passait bien. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle remarqua la silhouette d'une fille et s'approcha immédiatement de la porte pour la laisser entrer car c'était dangereux là-bas. Elle tenait la serrure de la porte et était sur le point d'ouvrir la porte lorsqu'elle se souvint des instructions de Ming, alors elle la lâcha. La jeune fille était maintenant en train de frapper dans le train, et le préposé était en train de la regarder de l'intérieur lorsqu'un gros homme chauve, d'âge moyen, remarqua la jeune fille à l'extérieur et dit au préposé du train de la faire entrer rapidement car elle venait probablement d'une autre partie d'un train. L'agent du train l'ignora et se contenta de regarder par la fenêtre pour voir clairement. L'homme qui se curait les dents de manière dégoûtante a dit à l'agent du train qu'il devrait naturellement laisser entrer quelqu'un qui frappait, et que la petite fille dehors devait être seule et effrayée dehors. Alors que l'homme s'approchait de la porte, le préposé lui a dit que le surhumain avait donné l'ordre de n'ouvrir la porte qu'à eux, et que les portes étaient verrouillées lorsque le train s'arrêtait afin qu'il ne soit pas possible à quelqu'un de descendre du train. L'homme était maintenant furieux et créait une scène et disait qu'elle pourrait être une personne vivant dans les environs qui s'était perdue et demandant de l'aide. Il a critiqué le froid de l'agent de train alors que la personne pleurait maintenant. Le train était catégorique sur le fait qu'il devait attendre le retour des surhumains alors qu'elle bloquait la porte. L'homme l'a poussée sur le côté et lui a dit qu'elle était trop égoïste pour ne pas laisser entrer une personne en pleurs, alors comme elle n'allait pas ouvrir la porte, il le fera. L'agent lui a attrapé les épaules pour essayer de l'arrêter, mais il l'a repoussé et lui a crié de reculer, de sorte que l'agent du train est tombé au sol. Il a dit sans vergogne que l'hôtesse du train le demandait et l'a qualifié de sans cœur. Avec un sourire, il ouvrit la porte et tendit la main à la jeune fille et lui dit d'entrer rapidement. Dès que ses doigts touchèrent les cheveux de la jeune fille, la terreur emplit ses yeux, mais il était déjà trop tard. Les tentacules ont glissé à travers tout son corps et l'ont traîné hors du train. Il a essayé de résister en se tenant aux portes, mais sa main a glissé. L'hôtesse du train, bouleversée par la scène dont elle a été témoin, a rassemblé toutes ses forces pour se relever et s'enfuir mais elle s'est arrêtée et s'est tournée vers la porte en pensant à tous les passagers du train. Elle était en train de fermer la porte à mi-chemin lorsque les tentacules s'agrippèrent à ses jambes, et elle était maintenant traînée hors du train. Elle était sur le point de pleurer et avait peur mais son expression s'est transformée en détermination lorsqu'elle a décidé de fermer la porte de l'extérieur, se sacrifiant. Elle pleurait et ses yeux étaient remplis de terreur alors que les tentacules l'entraînaient loin du train, dans l'obscurité. 3 jeunes passagers qui jouaient aux cartes ont demandé à un autre agent de train qui passait par là combien de temps durerait l'inspection car ils avaient un emploi du temps serré, et l'agent lui a simplement dit d'attendre un peu. Le préposé a alors vu que le préposé qui gardait la porte, Tanchine, avait disparu. Elle s'est approchée de la porte et a traité Tanchine de négligente car la porte n'était même pas verrouillée. Juste au moment où elle verrouillait la porte, les tentacules attrapèrent la poignée pour l'ouvrir, mais se retirèrent immédiatement lorsqu'ils se rendirent compte que la porte était désormais verrouillée. Ming a vu d'énormes traces sur le sol et l'a immédiatement reconnu comme une bête calamité. Il s'est agenouillé sur le sol pour examiner les traces et il a imaginé que ce serait une énorme bête qui aurait fait la marque et renversé les rochers sur la trace lors de leur descente.
Il a été surpris d'avoir reçu un signal lorsqu'il a reçu un appel de Luolin. Luolin était heureuse que Ming ait finalement décroché et elle a confirmé son emplacement autour de la ville de Xiaopei de Nandu lorsqu'il a dit que quelque chose s'était passé de son côté. Il a dit qu'il était dans le train pour Nandu mais qu'il s'est arrêté à mi-chemin en raison d'une urgence et lui a dit qu'il y avait extrêmement de brouillard et que le signal était faible autour de la zone, donc l'équipe du train ne pouvait pas entrer en contact avec le quartier général. Et elle a immédiatement demandé si le train pouvait encore rouler. Ming a confirmé qu'il n'y avait rien de mal avec le train et qu'il devrait donc pouvoir rouler normalement après avoir franchi les obstacles qui bloquaient le chemin, mais l'équipe du train hésitait à démarrer le train car il y avait du brouillard et il n'y avait aucun signal. Luolin a été soulagé et a dit à Ming de quitter la zone dès que possible, et quand Ming a demandé ce qui s'était passé et s'il pouvait faire quelque chose pour l'aider, elle lui a dit qu'ils étaient toujours près de la limite du brouillard, donc il n'était pas trop tard pour partir maintenant. Ming lui a demandé ce qu'était le brouillard et elle était ennuyée qu'il pose trop de questions, alors elle a dit qu'il lui serait difficile de survivre dans le brouillard avec son rang actuel, il devait donc assurer la sécurité des personnes à bord du train, et quitter la zone rapidement. Ming a immédiatement dévalé la pente dès qu'il a réalisé à quel point la situation était grave. Lorsqu'il a atterri là où se trouvaient Kui Ming et Fan Yanron, Kui Ming a commencé à se plaindre de leur avoir laissé tout le gros travail et l'a traité de salaud sournois. Ming n'a prêté aucune attention à ce que disait Kui Ming et leur a dit qu'il devait partir immédiatement, car il a reçu un appel du centre de commandement officiel et a reçu l'ordre de se retirer immédiatement. Fan Yanron lui a demandé comment avait-il eu un signal, et il lui a dit qu'il y avait un petit signal en haut des montagnes où il avait trouvé les traces d'une énorme bête calamité qui avait dû renverser les rochers lors de leur descente. Elle pouvait, je ne crois pas ce qu'il vient de dire. Ming lui a dit qu'il n'avait aucune raison de mentir et qu'il devait donc partir rapidement pour assurer la sécurité de tout le monde dans le train. Cela lui a soudainement rappelé sa mère dans le train. Ming leur a donné des instructions selon lesquelles il devait dire au conducteur de démarrer le train dès leur arrivée lorsque Kui Ming a trébuché sur quelque chose et qu'il est tombé. Il était en colère et se plaignait d'avoir presque cassé une de ses dents de devant alors qu'il était allongé sur le sol. Il a regardé en arrière pour voir ce qu'il avait fait trébucher et il a été horrifié de voir le cadavre séché d'un homme. Alors que Ming et Fan Yanron regardaient d'où venait le cri, des tentacules lançaient une attaque surprise sur eux par derrière. Ming a pu remarquer l'attaque, et il a immédiatement saisi les bras de Fan Yanron et l'a traîné hors de portée des tentacules. Le monstre aux cheveux verts et à l'apparence féminine se révélait maintenant hors du brouillard. Kui Ming a été surpris lorsqu'il a vu le monstre, et il n'a pas réalisé qu'il serrait déjà le cadavre à côté de lui. Ming leur a demandé d'aller trouver un endroit où se cacher, ce à quoi Kui Ming a hoché la tête vigoureusement, tandis que Fan Yanron a adopté une position de combat et a proposé d'aider Ming. Le monstre lança ses cheveux vers eux deux. Ming a réussi à esquiver l'attaque, mais Fan Yanron ne l'a pas fait, et son intestin en a pris le coup. Ming s'est alarmé et lui a crié de se cacher car il pouvait la gérer. Il était distrait et ne remarqua pas que le tentacule s'approchait de lui, et maintenant il était enroulé autour de sa taille. Fan Yanron était allongée sur le sol, se tordant de douleur, mais elle avait toujours la force de discuter avec Ming et qu'il n'était qu'un stagiaire de Starlight Rank, donc il n'était pas beaucoup plus fort qu'elle. Ming n'a plus prêté attention à Fan Yanron et a demandé au monstre à quoi servait de lier son corps. Le monstre a souri et a attiré Ming vers elle, mais au lieu de résister, Ming a sauté en l'air et a utilisé la vitesse d'attraction du monstre. Il a dit au monstre que la vitesse était parfaite lorsqu'il a posé son rapide Flying Punch, qui a repoussé le monstre. Une forte rafale de vent a soufflé dans la région et Fan Yanron, qui avait du mal à se protéger du vent, a été surprise par le puissant coup de poing et a déclaré que ce n'était pas la force d'un rang Starlight. Le monstre souffrait et se tenait le ventre. Le visage du monstre s'est transformé en un sourire sinistre alors que ses cheveux verts ressemblant à des tentacules s'étaient maintenant transformés en noir. Le monstre lança simultanément ses cheveux pour attaquer Ming. Ses yeux brillaient et produisaient une aura bleue alors qu'il contrait chacun des cheveux du monstre avec ses coups de poing. Fan Yanron était émerveillée par sa vitesse car elle ne pouvait pas du tout voir le nombre de coups de poing. Il sauta et se lança vers le monstre, et lui donna un autre coup de poing puissant dans le ventre. La lueur dans les yeux de Ming s'est dissipée alors qu'il était surpris de voir une personne à l'intérieur du corps maintenant démoli du monstre. Il l'a reconnue comme étant l'agent du train et l'a immédiatement sortie du corps du monstre et Ming s'est demandé si elle était toujours en vie. Fan Yanron a informé Ming que le monstre s'enfuyait, alors qu'il plaçait doucement Tanshin sur le sol, il lui a dit de ne pas s'inquiéter pour le monstre et qu'il devait plutôt sauver la servante car elle respirait encore. Fan Yanron a regardé Tanshin avec répulsion et l'a qualifiée de dégoûtante et sale. Ming l'a ignoré et a commencé à pratiquer lui-même la RCR sur le préposé.
Le brouillard a commencé à se disperser et les passagers du train pouvaient désormais voir ce qui se passait à l'extérieur, et Kui Ming a rapidement couru vers Ming tout en se méfiant du monstre. Tanshin a craché un liquide violacé et quand l'un des agents du train a vu Ming la porter, elle s'est dépêchée d'ouvrir la porte pour qu'il monte dans le train et lui a demandé ce qui lui était arrivé. Elle répondit faiblement qu'elle n'avait pas laissé entrer le monstre, et ils lui dirent de parler plus tard et de passer en premier. Kui Ming a fermé la porte précipitamment et a dit à tout le monde qu'il y avait quelque chose dans le brouillard. Le train partit aussitôt, laissant le monstre avec le cadavre desséché. Ils eurent de la chance de n'avoir traversé qu'une partie du brouillard. Ensuite, à Xiaoshi, Linkinju était au téléphone avec Lulin, et elle lui donnait des informations sur le météore calamité détecté il y a un mois dans la forêt de la banlieue ouest de Nandu. Elle a dit que selon l'enquête, il n'y avait aucune anomalie en dehors des grandes quantités de vapeur près du cratère, donc l'équipe d'astronomie spécule qu'il s'agissait d'une calamité qu'elle n'avait jamais connue auparavant, et les hauts gradés l'ont baptisée la brume. Alors que Linkinju se promenait dans un village, il a confirmé qu'il comprenait la situation et a déclaré que le mouvement du brouillard varie et que de mystérieuses bêtes de calamité apparaissent dans la zone qui l'entoure, et lorsque le brouillard disparaîtra, chaque bête de calamité le fera également mystérieusement disparaître. Lulin lui a dit qu'il y avait d'énormes bêtes de calamité dans le brouillard selon ceux qui y sont entrés accidentellement, donc la situation qu'il traquait en ce moment était assez inhabituelle. Elle lui a également dit qu'elle était passée par la voie ferrée quelques instants auparavant, donc il était allé dans la bonne direction. Linkinju s'est agenouillé sur le sol pour l'inspecter et lui a dit qu'il était définitivement passé et qu'il avait peur qu'il meure de faim car il mangeait tout le bétail de la ville. Il a ramassé quelque chose par terre et a pensé que cela ressemblait à la coquille d'un insecte après avoir mué en écoutant Lulin sur l'autre ligne qui était soulagé d'avoir pu avertir les gens de Xiaoshi de partir à l'avance et les gens dans le train étaient également en mesure de partir en toute sécurité. En se levant, il lui a demandé s'il y avait des survivants du parc industriel de Xishan et elle a répondu maintenant. Il range la coquille qu'il vient de ramasser, il lui dit que personne ne survivra au brouillard s'il réapparaît, ils doivent donc enquêter sur ce que c'était exactement et ce qu'il contenait. En regardant un rapport, elle lui a dit qu'il y avait eu un incident qui leur avait permis de découvrir quelque chose sur le brouillard. Il lui a demandé quel était l'incident et elle lui a envoyé une photo d'un mille-pattes. Elle lui a dit qu'il s'agissait d'un mille-pattes à motif liant pu que l'équipe de recherche en entomologie avait perdu il y a 6 mois. Et qu'ils ont pu le suivre grâce à la puce GPS qui y était implantée et ils ont découvert qu'il se cachait dans une grotte près de Xishan. Linkinju a été surprise de la taille de l'insecte, mais elle a ignoré ses commentaires et a déclaré que l'équipe de recherche en entomologie n'était pas en mesure de le capturer car il se cachait dans la grotte, alors ils l'ont laissé seul à Xishan qui était très proche de le parc industriel de Xishan. Linkinju a compris ce que Lulin essayait de lui dire, le lion-pu n'était pas un habitant du brouillard, c'était le seul organisme vivant qui avait quitté le brouillard, donc c'était un témoin et un survivant, donc il devait le capturer vivant. Pour analyse. Lulin a confirmé que sa compréhension était correcte et lui a dit qu'il n'avait d'informations que sur ce qu'il y avait à l'extérieur du brouillard et rien à l'intérieur, donc ce petit mille-pattes pourrait leur fournir des indices importants. Linkinju a dégainé son épée alors qu'il se préparait à entrer dans l'emplacement du mille-pattes et lui a dit de ne pas s'inquiéter car il la rapporterait certainement. Il commençait par quelque chose au-dessus de lui, tandis que Lulin se souvenait de l'informer que cela avait peut-être subi quelques changements dans le brouillard, et son visage semblait surpris. Un mille-pattes a jeté un cochon en l'air et l'a englouti d'un seul coup, cela a produit un craquement fort que Lulin a pu entendre au téléphone et cela l'a inquiété. Linkinju a interrogé Lulin en le qualifiant de petit mille-pattes, car ce qui se tenait devant lui était un gigantesque mille-pattes, ses écailles brillaient et on aurait dit qu'il portait une armure. À la gare, pendant qu'il transférait en Chine, Kui Ming et le conducteur ont remercié Ming d'avoir vaincu le monstre et de les avoir mis hors de danger, ils l'ont loué, mais il a humblement dit qu'il n'avait fait que chasser le monstre. La personne qui protégeait tout le monde était en Chine qui n'était pas un surhumain, mais elle les surpassait tous, si le monstre était entré dans le train, cela aurait été désastreux. Ils ont convenu que ce qu'elle avait fait était vraiment courageux et qu'elle était leur héroïne. Alors que Ming sortait de l'hôpital, pensant qu'il entretenait un lien durable avec lui, son téléphone a vibré dans sa poche. Il fut surpris de voir un numéro inconnu l'appeler. Il a répondu et la personne à l'autre bout du fil a demandé s'il était Ming, et il a confirmé en demandant à l'autre personne au bout du fil qui il était. Ming a rougi lorsque la personne lui a demandé s'il ne pouvait pas le dire à sa voix, car il a reconnu qu'il s'agissait de Lu Qian. Lu Qian parlait dans son oreillette et elle était éblouissante en marchant, ce qui a attiré l'attention des hommes autour d'elle. Le visage de Ming s'éclaira lorsqu'il lui demanda comment elle avait obtenu son numéro. Elle lui a dit que Lin Yuyu lui avait dit et elle lui a également dit qu'il venait à Nandu aujourd'hui,
et lui a demandé pourquoi elle n'avait pas pu le joindre plus tôt, tout en ignorant complètement qu'un gars baveux avec des yeux de cœur marchait à côté d'elle. Il lui a dit que quelque chose s'était passé sur son chemin, que Luqian a immédiatement reconnu comme étant la brume, et il a été surpris qu'elle soit au courant et lui a dit qu'ils avaient voyagé le long de la limite de celle-ci. Elle lui a demandé où il était pour pouvoir venir le retrouver, ignorant toujours que le type qui marchait à côté de lui se cognait maintenant contre un mur. Ming lui a demandé s'il se retrouvait alors qu'il appelait le taxi. Il a dit qu'il prévoyait d'aller à l'Institut surhumain de Nandu en ce moment afin qu'ils puissent se rencontrer à l'extérieur de l'école, ce qu'elle a accepté. Alors qu'il montait dans le taxi, il s'est souvenu des moments qu'il a passés avec Luqian, et du temps où il lui a avoué ses sentiments avec un bouquet de fleurs à la main au bord de la rivière, et elle lui a demandé si elle pouvait y penser pendant un moment. Il pensait que cela faisait plus d'1 an, et elle n'avait pas répondu donc la réponse était probablement non. Sur les bancs de l'école, Luqian parlait avec une amie de Ming et de la lettre qu'elle lui avait laissée, qui disait qu'elle accepterait de sortir avec lui s'il se réveillait. Et son amie lui a dit qu'elle avait peut-être laissé cette lettre parce qu'elle avait pitié de lui, alors elle devrait simplement lui dire la vérité si tel était le cas. Son ami a agité la main et lui a dit que le nombre de personnes qui la poursuivaient était suffisant pour former une file jusqu'à l'entrée de l'école, alors comment un diplômé normal du secondaire de la ville de Lanyang pourrait-il se comparer aux élites de Nandu? Luqian s'est assise et a expliqué qu'à l'époque, elle l'aimait vraiment, mais son ami lui a rappelé que c'était à l'époque, quand elle était encore une lycéenne naïve il y a 1 an et que maintenant elle était la déesse de l'école avec à la fois l'apparence et l'intelligence. Donc il n'était pas nécessaire qu'elle soit la petite amie de quelqu'un juste à cause d'une promesse. Luqian a essayé de lui faire comprendre qu'il était une personne gentille, et comme il est venu la trouver après son réveil, elle devrait lui faire face et essayer de sortir avec lui, mais s'il n'était vraiment pas compatible, elle le lui dirait d'emblée. Son amie était certaine qu'ils ne seraient pas compatibles, et elle a dit qu'elle allait briser tant de cœurs en prenant la décision stupide de choisir quelqu'un qui ne pouvait même pas entrer dans leur école, mais Luqian a défendu sa décision. Son ami n'a pas poursuivi la dispute plus longtemps et l'a simplement averti de ne pas le laisser profiter d'elle et de ne pas s'impliquer alors qu'il ne s'agissait que d'un procès, et Luqian a dit qu'elle savait, elle s'est levée alors que c'était presque le cas. Tan a dit à son ami qu'il était en fait une bonne personne et qu'elle devrait apprendre à le connaître, mais son ami n'a pas dit qu'elle ne s'intéressait qu'aux gars extrêmement talentueux et beaux et que les gars normaux ne sont pas différents des crapauds. À l'Institut superhumain Nandu, Ming se tenait à l'entrée, pensant que l'institut était plus cool qu'il ne le pensait. Il a solidifié sa détermination à être admis cette année quoi qu'il arrive, car cela doit être agréable de fréquenter une école comme celle-là, tandis que 2 filles passaient à côté de lui en pensant qu'il était un beau gosse en les regardant. Et elle critiquait ses vêtements sales en disant que c'était probablement un rustre qui visitait leur institut. Luqian est bientôt arrivé, avec des étincelles qui la suivaient, et les gens autour l'ont immédiatement remarqué, même les 2 filles plutôt pensaient qu'elle était jolie et que les filles tomberaient même amoureuses d'elle. Luqian ne leur prêtait pas attention alors qu'ils continuaient à bavarder sur la déesse de leur institut qui avait froidement rejeté Sœur Ebin, qui avait acheté une mer entière de fleurs quand il avait avoué. Il pensait qu'elle jouait juste dur pour l'obtenir, car personne ne le ferait en réalité. Rejeter le beau-fils d'une des 3 grandes corporations de leur école. Ils furent surpris lorsque Luqian agita les mains et appela Ming. Ils se sont salués et se sont dit que cela faisait un moment et qu'ils ne pouvaient presque pas se reconnaître. Ming a demandé s'il était plus beau maintenant, et elle a répondu qu'il était maintenant plus charismatique. Ming se demanda si c'était ainsi que les filles complimentaient de nos jours, lorsque Luqian l'invita à prendre un café en guise de friandise, ce à quoi il accepta. Les 2 filles avaient entendu leur conversation plus tôt et se demandaient si Luqian avait un rendez-vous avec un tel gars, mais l'autre fille pensait qu'elles n'étaient probablement que des amies. Pendant qu'ils marchaient, Ming se demandait s'il devait évoquer les aveux et a rapidement décidé de ne pas le faire, car cela faisait plus d'1 an. Il pensait juste qu'elle lui offrait un verre pour qu'il ne s'énerve pas à cause de la lettre d'amitié qu'elle avait laissée, tandis que d'un autre côté, Luqian se demandait pourquoi Ming ne prenait pas l'initiative de lui tenir la main, ce que font normalement les gens qui sortent ensemble. Alors que Ming se tournait pour la regarder avec un sourire, elle pensait qu'il était sur le point de l'embrasser et paniquait car il y avait tellement de monde. D'un autre côté, Ming pensait juste que s'ils ne pouvaient pas être en couple, alors il est juste heureux d'être des amis normaux, comme s'ils étaient retournés au lycée. Alors qu'il s'asseyait dans un café, Ming a évoqué que Lin Yuyu lui avait dit qu'elle était désormais célèbre à l'Institut surhumain et que tout le monde semblait la connaître. Elle a humblement dit qu'il ne se souvenait d'elle que parce qu'elle avait été félicitée à quelques reprises, et lui a directement demandé s'il était venu à Nandu pour la retrouver, mais il a dit qu'il était venu pour participer à l'examen spécial d'inscription de l'Institut. Ming lui a dit qu'il était venu pour essayer et qu'il voulait aussi visiter la plus grande ville du Sud,
et Luqian rougissait quand elle lui a demandé où vivait-il en ce moment parce qu'elle pensait que ce n'était pas approprié. Vivre ensemble le premier jour, elle réfléchissait à quoi faire car c'était la première fois qu'elle sortait avec quelqu'un. Ming il avait l'air inquiet et lui a dit qu'il n'avait pas trouvé de logement mais qu'il prévoyait d'en louer un à proximité car il a entendu que le processus était compliqué, il voulait y aller doucement, puis il a demandé si Luqian se sentait bien. Comme son visage était si rouge, mais elle lui a dit que ce n'était rien. La voix de Luqian a commencé à trembler lorsqu'elle lui a dit que s'il était accepté, ils seraient à nouveau camarades de classe et qu'il serait plus facile pour eux d'être ensemble, ce qui a intrigué Ming et s'il avait mal entendu, il l'a ensuite interprété comme si elle voulait étudier ensemble alors qu'il l'a fait au lycée, car il supposait qu'elle avait probablement un petit ami en ce moment, et il l'enviait. Luqian s'est souvenu de la brume et a évoqué la rencontre, il lui a dit qu'ils avaient rencontré une femelle à la peau pâle qui avait des tentacules sur toute la tête. Il lui a dit qu'elle était agressive et qu'elle était douée pour se déguiser car elle ressemble à une femme, avec les cheveux longs de loin. Elle fut surprise et lui demanda comment ils avaient réussi à s'échapper tant le monstre semblait dangereux, puis il lui répondit qu'il était désormais un surhumain, tout en lui montrant son badge, lorsqu'un blond les aperçut par la fenêtre. Il lui a dit qu'il avait entraîné ses capacités de chasseur après s'être réveillé avec l'espoir de pouvoir entrer à l'Institut Nandu Superhuman cette année, car ils avaient promis d'y assister ensemble. Luqian était touché de savoir que Ming n'était pas venu la chercher après son réveil parce qu'il essayait à sa manière et il se souvenait encore de leurs promesses, tout en inconscient du fait que le blond de la fenêtre s'approchait maintenant de leur table. Le blond a attrapé le badge sur la table sans avertissement et a dit à Ming qu'il était devenu plus drôle. Il a agité l'insigne en disant à Ming que le rang le plus bas d'un étudiant à l'institut après un an était le rang Moonglow. Fan Kai, le blond lui a dit de ne pas retirer son badge de stagiaire de rang Starlight car les gens se moqueraient de lui, et il serait gêné de dire qu'il était son ancien camarade de classe, car les gens derrière lui ricanaient. Fan Kai s'est tourné vers Luqian et lui a demandé pourquoi elle n'avait rien dit à propos de l'arrivée de Ming. Il s'est penché et lui a dit qu'il serait préférable qu'il organise une réunion pour tous leurs camarades de classe du lycée, mais elle a refusé et a dit qu'elle voulait juste avoir une conversation en tête-à-tête avec Ming. Ming a bu son café en lui faisant signe de partir, disant qu'ils avaient encore des choses à dire, donc il ne devrait plus les déranger. Fan Kai a été offensé et a regardé Ming, il avait l'air d'être sur le point de commencer un combat, mais il a entendu un son de notification, et quand il a regardé Luqian, elle lui a lancé un regard dur, lui disant de se taire. Lorsque Luqian a dit à la personne en ligne d'aller de l'avant et de parler, Fan Kai était maintenant extrêmement énervé d'avoir été ignoré, d'avoir claqué le badge de Ming sur leur table et de s'éloigner. Il était furieux quand il sortait du café, son poing était enveloppé d'aura alors qu'il jurait et Ming qui osait le mépriser, et le traitait d'outard humble et égoïste pour avoir pourchassé Luqian jusqu'à l'Institut Surhumain Nandu, et a dit qu'il était l'homme parfait pour elle. Pendant ce temps, au café, Luqian a dit à la personne au bout du fil de venir la chercher au café. Elle s'est rapidement levée et s'est excusée auprès de Ming car elle avait une urgence dont elle devait s'occuper et ne pouvait donc pas rester plus longtemps. Mais Ming lui a dit que ce n'était pas du tout un problème car ils pourraient discuter une autre fois. Elle lui a dit au revoir et lui a dit qu'elle l'encouragerait à l'examen, et Ming a accepté en lui disant au revoir également. Son frère est venu la chercher dans une voiture et elle lui a immédiatement demandé ce qui s'était passé. Tout en ramassant la feuille collée dans ses cheveux, il a dit que c'était urgent et que son pouvoir de contrôle de l'électricité était nécessaire, donc il expliquerait les détails une fois qu'il serait dans la voiture, ce qu'elle a accepté. À l'intérieur du café, Ming les a vus et a pensé que c'était Luqian, et a pris note qu'il ne devrait plus la déranger à partir de maintenant. Deux gars se tenaient devant le lieu de l'examen spécial d'admission, et l'un a demandé à l'autre pourquoi il y avait encore un examen d'admission alors que les inscriptions ont pris fin il y a quelques mois. Alors que Ming passait devant eux, l'autre gars a répondu qu'il s'agissait d'un examen d'admission spécial qui avait toujours lieu après la fin des inscriptions normales et qu'il s'agissait simplement d'une porte dérobée pour ceux qui n'avaient pas réussi les inscriptions normales. Ming regardait vers la salle lorsqu'un homme brun s'est approché de lui et lui a demandé s'il était également là pour les admissions spéciales. Lorsqu'il a confirmé, le gars lui a proposé d'y aller ensemble. Peng Lingui, le gars brun, a dit à Ming qu'il était plutôt bas car sa tenue de la tête aux pieds ne semblait pas atteindre 300, ce que Ming a confirmé. Peng Lingui a dit à Ming qu'il respectait cela et a demandé combien ses parents avaient donné à l'école, ce qui a confondu Ming, mais Peng Lingui a pensé qu'il agissait et lui a dit que l'examen n'était qu'une porte dérobée glorifiée. Avec un sourire sur son visage, Peng Lingui a dit à Ming qu'il le dirait en premier, et lui a dit que sa famille avait fait un don de 7 millions à l'école pour son diplôme d'entrée, et qu'il était juste là pour la procédure formelle, et Ming était surpris que ce soit une chose.
Minghe a dit à Peng Lingui qu'il n'avait entendu parler que des admissions spéciales, alors il est venu les voir, ce à quoi Peng Lingui a ri et l'a traité de naïf car l'institut ne manque pas de personnes talentueuses mais ils n'ont pas les fonds pour payer les bourses. Minghe a immédiatement compris que les admissions spéciales n'étaient qu'une façade pour ouvrir une porte dérobée aux étudiants qui peuvent payer ces bourses, et Peng Lingui l'a félicité de ne pas être stupide. Ajoutant qu'échanger 7 millions contre des qualifications d'entrée n'était pas une mauvaise affaire pour quelqu'un comme lui. Minghe a demandé à Peng Lingui si cela signifiait qu'il n'avait aucun espoir d'entrée, et Peng Lingui lui a dit qu'il pouvait encore tester le terrain mais qu'il ne devrait pas être trop déprimé s'il ne réussit pas et travailler dur l'année prochaine. Le professeur des admissions spéciales, Yan Jin, entra dans la salle et attira l'attention de tous en présentant ses deux compagnons, le professeur Guzu et le professeur Shizu, puis il commença l'appel. Tout le monde dans la pièce a été appelé, à l'exception de Minghe et le professeur Yan Jin était sur le point de suivre les instructions, mais Peng Lingui a attiré son attention sur le fait qu'il avait manqué une personne de plus. Le professeur Yan Jin regarda à nouveau la liste et fut surpris qu'il y ait une page de plus, avec seulement le nom de Minghe dessus. Il a ce regard humiliant lorsqu'il appelle le nom de Minghe. Le professeur Guzu a commencé par donner pour instruction qu'il y avait un total de 5 parties à l'examen, dont 4 étaient destinées à tester leurs capacités physiques et de combat. Ils ont présenté un mannequin de test de force et ont déclaré avoir fixé des normes de réussite différentes pour chacun des candidats en fonction de la superpuissance qu'ils ont indiquée. Le professeur Yan Jin a d'abord appelé Minghe et a dit qu'il devra atteindre 1500 kg car son talent était du type puissance explosive, il a dit qu'il pourrait partir tout de suite s'il ne pouvait pas le frapper. Minghe a fait un pas en avant et a pensé que l'instrument utilisé était le même que celui de l'association des chasseurs, il s'est rappelé qu'il avait frappé 1000 kg la dernière fois. Il tendit le bras en position de coup de poing et l'aura se rassembla dans son poing droit. Il frappa l'instrument de toutes ses forces et celui-ci fut jeté loin de la table sur laquelle il était posé. Le visage de chacun dans la pièce était rempli d'émotions multiples, de surprise, d'admiration et de peur, et ce qu'ils avaient tous en commun était que leur bouche était grande ouverte. L'écran du mannequin affichait un score de 2200 kg et tout le monde s'est exclamé que Minghe avait dépassé la limite du mannequin et qu'il avait atteint son maximum. Avec de la sueur coulant sur son visage et son premier regard humiliant s'est transformé en peur, il a dit à Minghe qu'il avait dépassé le maximum et qu'il avait réussi la partie de base de l'examen. Les enseignants ont également annoncé que, comme l'instrument de test était cassé, tous les autres seraient considérés comme ayant réussi et passeraient à la partie suivante de l'examen. C'est maintenant Minghe qui a eu une réaction surprise, lorsqu'il a réalisé la capacité des professeurs à faire ce genre d'annonce, sa bouche grande ouverte et sa main fumante à cause de l'impact. Peng Lingui sourit fièrement à Minghe, ainsi qu'aux autres candidats, à propos de leur capacité de passage instantané. Le professeur Shizu a demandé au professeur Yajin s'il pouvait envisager d'accepter Minghe car ses performances sont exceptionnelles, mais il lui a demandé sarcastiquement si elle voulait qu'il accepte tous les étudiants qu'ils ont rejetés chaque année et qui ont obtenu la note maximale. Le professeur Guzu a également ajouté que leur institut comptait de nombreux étudiants exceptionnels et que s'il manquait de cerveau, ils mourraient simplement pendant la bataille, ce à quoi le professeur Shizu était d'accord et a déclaré que si les responsables ne recommandaient pas Minghe, ils ne seraient même pas qualifiés pour. Le professeur Yajin a dit qu'il pouvait simplement augmenter la difficulté des autres tours pour le renvoyer. Il se trouve maintenant dans une arène alors que le professeur Yajin a annoncé que le deuxième tour testerait la vitesse, affirmant qu'ils avaient choisi un lieu spacieux afin qu'il y ait suffisamment d'espace pour qu'ils puissent tous courir et esquiver. Un homme avec un énorme guépard flamboyant à côté de lui a demandé au professeur Yajin si c'était les candidats de cette année alors qu'il présentait un guépard cramoisi de rang général qui les poursuivrait, et quiconque se jetterait dessus serait disqualifié. Les deux autres professeurs commencèrent à sortir tandis que le professeur Yajin leur demandait de démarrer le chronomètre. Avec une lueur sinistre de ses lunettes, le professeur Yajin a demandé à l'homme au guépard de disqualifier Minghe d'abord, puis d'être indulgent avec les autres étudiants car aucun d'entre eux ne réussira s'il les prend au sérieux, et l'homme a accepté. Le professeur Yajin a signalé le début des tests et tous les candidats ont commencé à fuir le guépard.